Voilà, la première notion importante pour nous, sera la notion de flux lumineux. Le flux lumineux, donc lumineux, ça veut dire qu'on voit. Je ne parle pas du flux énergétique avec des radiations qu'on ne voit pas, de la lumière, des radiations qu'on ne voit pas, par exemple, tout simplement une lampe à incandescence. Ça chauffe beaucoup. La chaleur, dégagée, en fait, c'est des radiations dans l'infrarouge. Donc, ça fait partie des radiations émises par la lampe, donc du flux radiatif émis par la lampe, mais on ne le voit pas. Là, on va parler du flux lumineux, donc le flux qu'on voit, d'une source, c'est la quantité totale de rayonnement lumineux. J'aurais dû préciser lumineux. Ça se mesure avec une sphère intégratrice. Donc là, vous voyez une opératrice en haut à droite qui place une lampe au cœur d'une sphère intégratrice. Donc c'est une grosse boule, grosse sphère, recouverte de peinture blanche à l'intérieur, qui capte toute la lumière qui est émise par cette lampe, et puis on la mesure avec un petit appareil sur un côté, et avec une formule, on remonte à tout le flux émis par la lampe dans toutes les directions. L'unité de flux lumineux, c'est le lumen. Ça, vous avez la définition ici: flux lumineux émis dans un angle solide par une source ponctuée uniforme et à une intensité lumineuse de 1 candela. Alors ça semble compliqué comme ça l'est pas du tout. En fait, c'est le flux lumineux émis dans un cône. Un angle solide, c'est un cône, c'est une direction d'observation, on va dire, par une source ponctuée uniforme, donc on considère que c'est un point qui émet, et une intensité lumineuse de 1 candela. Candela, ça veut dire bougie en anglais. C'était l'unité et c'est toujours d'ailleurs l'unité officielle SI du système international d'intensité lumineuse. Alors, on verra que maintenant, on parle plus de bougie, on a une définition bien plus physique de la chose, mais en tout cas, on a gardé le nom candela, ce qui est assez joli. Donc ça, c'est le flux lumineux, l'émission totale de lumière. Une notion qui sera très importante pour nous, au-delà de savoir combien ma source lumineuse émet de lumière, c'est combien elle me produit de lumière, combien de lumière elle me donne sur une surface, en l'occurrence la surface de la chaussée pour l'éclairage public. Donc ça se mesure en éclairement horizontal, parce que c'est sur la surface horizontale. Si c'était sur la surface verticale, on parlerait d'éclairement vertical. On y viendra après. Donc la quantité de lumière reçue par une unité de surface de la chaussée, elle s'exprime en lux. Donc, c'est une notion que vous avez peut-être déjà vue, sûrement, dans vos projets d'éclairage public. Donc un lux, l'unité, c'est un lumen, par mètre carré. Donc une surface, un carré de 1 mètre par 1 mètre, qui reçoit un flux d'un lumen, ça revient à un éclairement de 1 lux. Donc, attention, là, vous voyez que en haut à droite, là, vous voyez le petit appareil, le luxmètre, qui permet de mesurer l'éclairement reçu par une unité de surface. Donc la petite boule blanche, en fait, c'est le récepteur, donc ça vous capte la lumière, et tout ça est étalonné de manière à ce que la surface du récepteur, en gros, on fasse le ratio par rapport au mètre carré, et on a ici, par exemple, 157,5 lux. 157,5 lux, je ne vous conseillerais jamais de mettre ça en éclairage public. C'est beaucoup trop d'éclairement sur une chaussée pour éclairage public. C'est plus un éclairage intérieur, et un éclairage intérieur, c'est un peu faible. Voilà. Donc ça, on y reviendra. Alors, vous avez vu donc le petit détecteur qui permet de mesurer les lux, mais quand une notion importante aussi de la qualité de l'éclairage, ça sera l'uniformité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un éclairage, par exemple là, si on revient au slide précédent, si vous avez votre source qui n'émet que sur cette surface et pas sur la surface à côté,
ça vous perturbera dans votre vision parce que vous verrez une tâche très claire, qui est éclairée par votre source et à côté une tâche pas du tout claire, qui ne reçoit pas de lumière et ça, c'est mauvais pour la perception de l'environnement puisque la lumière sert à percevoir l'environnement. C'est mauvais pour la perception de l'environnement. Donc, on va introduire les notions d'uniformité, c'est-à-dire sur une surface qu'on a envie de percevoir, on va avoir des critères d'uniformité pour qu'on n'ait pas trop d'écart entre une zone très éclairée de cette surface et une zone qui le serait beaucoup moins. Parce que ça perturbe la vision, le champ visuel et on perd la visibilité, par exemple, des obstacles sur la chaussée. Donc l'uniformité, vous voyez qui est encadré en rouge, c'est l'éclairement minimum divisé par l'éclairement moyen. L'éclairement minimum qu'on va mesurer sur la surface en baladant son détecteur, la petite boule blanche, donc là, vous voyez on peut la balader, c'est flexible. On va mesurer différents éclairements et on va calculer l'éclairement moyen. L'uniformité, ça sera l'éclairement minimum qu'on mesure sur cette surface divisé par l'éclairement moyen. Ça, c'est uniformité générale. Alors, la norme de mesure de cette uniformité, donc vous avez différentes normes selon que vous êtes en intérieur ou en extérieur. En extérieur, c'est la norme EN, donc c'est une norme européenne 13201 que vous appliquez, je sais, en Tunisie. Donc la norme vous dit, et là c'est la 12464 aussi qui peut être appliquée en éclairage intérieur, mais les paramètres sont les mêmes pour les grandes surfaces. Donc par exemple sur 1 mètre carré, donc sur notre carré là, ici qui fait 1 mètre par 1 mètre, vous voyez le 1 lux pour dire, on a un lux en valeur moyenne, puisqu'on va souvent parler en valeur moyenne, on va faire 25 points de mesure, donc sur 5 lignes, vous voyez, 5 lignes espacées donc de 20 centimètres, on va faire 5 mesures. D'accord? Donc au total, sur le carré de 1 mètre par 1 mètre, ça fera 25 points de mesure. L'éclairement moyen, donc on additionne ces 25 mesures, on divise par 25. Donc là, on a l'éclairement moyen et l'éclairement minimum, on prend le minimum de ces 25 points de mesure. Donc là, vous voyez sur la norme taille mesurée, sur le tableau en bas à droite, vous voyez que taille mesurée 1 mètre, donc 1 mètre par 1 mètre, ça sera un espacement des points de mesure de 20 centimètres, donc 5 points de mesure. Si on passe sur l'éclairage public, on sera typiquement sur un éclairement entre 10 mètres et 50 mètres. Je n'ai pas marqué toutes les valeurs, évidemment, je n'ai pas le droit, c'est une norme payante. Sur 50 mètres, on fera un point de mesure tous les 3 mètres. Par 25 mètres, on peut s'imaginer que c'est un point de mesure tous les 2 mètres, par exemple. Donc tous les 2 mètres, vous allez mesurer votre éclairement entre vos deux poteaux d'éclairage public, vos deux candélabres, qui sont espacés de 25 mètres. Et tous les 2 mètres, vous mesurez et vous faites, alors ça, l'éclairement longitudinal entre deux poteaux, ça vous suffira, mais si vous voulez mesurer l'éclairement moyen sur la chaussée, vous faites sur différentes trames, différentes lignes parallèles de mesure, comme ça, et vous aurez l'éclairement moyen. D'accord? Ensuite, une notion, je vous ai parlé d'éclairement horizontal, donc c'est l'éclairement que reçoit la chaussée sur la route, enfin l'éclairement qui est reçu sur la route. Et je vous ai dit aussi, il y a l'éclairement vertical. Donc l'éclairement vertical, c'est pas, alors c'est sur la perpendiculaire à la route. Alors l'éclairement vertical, pourquoi il est utile? Et notamment pour l'éclairage public, il est utile pour reconnaître les personnes. En effet, les personnes se tiennent droites et la reconnaissance des personnes dépend de la quantité de lumière que reçoit leur visage
Et on a des valeurs qui sont données, d'éclairement vertical minimum ou semi-cylindrique pour le visage, l'éclairement que reçoit le visage pour permettre une reconnaissance de la personne, pour accroître le sentiment de sécurité et même la sécurité tout court. Être capable de reconnaître une personne de nuit qui s'avance vers vous de nuit, bah, ça peut être intéressant pour savoir s'il s'agit d'une personne, par exemple, avec une, que vous connaissiez déjà ou pas, et puis une personne avec une intention, pacifique ou plutôt quelqu'un qui a envie de vous dérober quelque chose. Donc voilà, donc ça, c'est une notion importante en éclairage public. Alors l'éclairement vertical, je vous ai dit, c'est vous voyez à gauche sur le cylindre, donc le cylindre qui est découpé en 4 éclairements verticaux, à 4 faces en gros. C'est classique, donc l'éclairement cylindrique. Mais pour reconnaître un visage, en fait, on va parler d'éclairement semi-cylindrique. En effet, c'est l'éclairement qu'il y a derrière au niveau des cheveux. Bon, on ne le voit pas si la personne s'avance vers nous. Ce qu'on voit, c'est son visage. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'éclairement que reçoit son visage semi-cylindrique. Vous verrez qu'il y a dans la norme EN 13201, on a des valeurs d'éclairement semi-cylindrique minimum ou moyen, je ne sais plus, on verra ça, à maintenir pour garantir une reconnaissance faciale. On appelle ça une reconnaissance faciale. Une notion aussi importante, donc là on est vraiment sur une notion théorique, c'est la luminance visuelle. Parce qu'on a parlé d'éclairement, donc la quantité de lumière que reçoit la surface, donc la chaussée, la quantité de lumière produite par la source, donc qui met un flux lumineux en lui-même. Ça, c'est clairement. Mais ce que nous, on perçoit, c'est pas la quantité de lumière que reçoit la surface, c'est la quantité de lumière que reflète cette surface. Donc, c'est vous voyez, la personne qui regarde ce que reçoit l'œil comme photon, comme quantité de lumière, c'est à regarder la surface, c'est la quantité de lumière qui est réfléchie, qui est reflétée par la surface dans la direction de l'œil. D'accord? C'est pas, la quantité de lumière qui reflète partout, c'est la quantité de lumière dans la direction de l'œil et la ça se mesure en luminance. C'est la luminance, de la chaussée, donc qui est fonction de la qua de l'angle sous lequel on voit cette chaussée, de la quantité de lumière en gros qui est réfléchie, dans la direction de l'œil. Donc c'est pour ça que c'est pas une notion très, très utilisée pour l'éclairage public, on y reviendra sur la norme, enfin qui est très utile pour l'éclairage public, la norme en parle, mais quand on n'a pas les moyens de mesurer la luminance visuelle, on verra qu'on se contente de parler d'éclairement. Il y a des équivalences entre la quantité de lumière reçue par la route et la quantité de lumière qui est réfléchie dans la direction de l'œil. Évidemment, la réflexion de la quantité de la lumière dépend du type de chaussée qu'on a. Si on a une chaussée très noire, par exemple, elle reflètera beaucoup moins, qu'on voit noir, elle reflètera beaucoup moins de lumière qu'une chaussée plus claire. Donc la luminance sera plus faible, mais l'éclairement, par contre, la quantité de lumière qu'elle reçoit sera la même. Donc ça il faudra faire attention et quand on se contentera de parler d'éclairement, il faudra prendre en compte justement la couleur de la chaussée, en gros la façon dont elle réfléchit la lumière. Donc on revient à la luminance, c'est la seule grandeur réellement physique, puisque c'est la lumière qu'on voit, que l'être humain est capable de voir. Donc c'est l'intensité lumineuse émise par une surface, donc c'est vraiment la surface qui émet dans une direction donnée, rapportée à la surface apparente de la surface considérée. La surface apparente, c'est-à-dire qu'est-ce que notre œil voit de cette surface. Donc ça dépend aussi de l'angle solide. Alors là, on le voit, la surface apparente sur le petit diagramme en bas à gauche, la surface apparente, on l'appelle SA,
ici, en fait, c'est la surface ramenée à la perpendiculaire de l'œil. Vous voyez la surface S, c'est ce que regarde l'observateur, mais ce qu'il voit comme surface apparente, c'est la surface SA. C'est comme nous quand on regarde le soleil, on ne voit pas le bombé du soleil, on voit, bon, je ne vous conseille pas de trop regarder le soleil, mais on voit une petite surface. Alors, la surface, la luminance, ça sera l'intensité divisé par la surface apparente. L'intensité, on l'a dit, l'unité d'intensité, c'est le candela. Donc, candela par surface apparente mètre carré, c'est égal au nit, NIT. C'est une unité de mesure qui existe, mais qui est très peu utilisée. On parle de candela par mètre carré. Pour l'éclairage routier. Donc là, je vous donne toutes des notions en vrac. On y reviendra tout au long de la formation sur ces notions, hein. Mais pour l'éclairage routier, donc ce que je vous ai dit, c'est que là, vous voyez une source lumineuse sur le diagramme en haut à gauche. On voit une source lumineuse avec bon, représentée par une étoile jaune à une hauteur h, donc qui fait un an, et on regarde l'éclairement que ça produit sur le petit cercle gris. Voilà, ça nous produit un éclairement E. Pour ben, connaître alors, je vous ai dit que la luminance était fonction de la réflectivité, en gros, de la réflexion de la chaussée. Et pour ça, on va introduire la grandeur Q, on va simplifier avec la valeur Q, qui sera le coefficient de luminance qui est vrai pour une réflexion isotrope, c'est-à-dire la même dans toutes les directions de l'espace, d'accord. Le coefficient de luminance, donc qui prend en compte la réflectivité de la chaussée, sera égal à L divisé par E, d'accord. Donc ça prend en compte la réflectivité de la chaussée, sachant que la luminance sera fonction de Q. Vous voyez la formule à gauche, hein, QI. I, c'est l'intensité. Donc, l'intensité, c'est la lumière émise vraiment dans une direction donnée, on va dire. Cos gamma, ça, c'est fonction de l'angle que fait la source avec la surface qu'elle éclaire, divisé par H sur cos gamma au carré. Voilà, et qu'on simplifie par Q cos au cube gamma multiplié par I divisé par H carré. Voilà, donc ça, c'est pas évidemment des formules qu'il y a à connaître, hein, mais c'est des formules pour vous montrer que déjà on a pris l'hypothèse d'une réflexion isotrope, sinon c'est encore plus compliqué, mais que ça peut être assez compliqué. Et de suite, on va simplifier, on va introduire le coefficient R, coefficient réduit de luminance. On va considérer que la luminance, c'est R multiplié par I, l'intensité divisé par H carré. Voilà. Ça, c'est pour une luminance isotrope. Mais parce que j'ai, voilà, une autre simplification que j'ai oublié de vous citer, qui est écrite en haut à droite, c'est que pour les conventions de mesure en éclairage public, donc ça c'est la norme qui va nous le dire, on considère qu'on a besoin de voir la chaussée à une distance de 60 à 160 mètres devant soi. On a besoin de bien percevoir la chaussée sur une distance de 60 à 160 mètres devant soi, quand on est en voiture notamment, et on considère qu'on est à 1,50 m du sol, donc quand vous êtes derrière votre volant à votre voiture, on considère qu'on est à 1,50 m du sol, et ça correspond à un angle alpha de 1 degré. D'accord. Si vous calculez l'angle alpha, donc vous êtes à 1,50 m du sol, d'accord, à une distance de 160 mètres, mettons. Donc vous avez la tangente alpha, c'est l'opposé sur adjacent. Bon, voilà. Oui, c'est bien ça. Enfin, avec la formule trigonométrique, vous retombez sur alpha qui est environ de 1 degré, d'accord, ce qui nous permet de 0,5 à 1,5 degré, en fait, ce qui nous permet de négliger l'influence d'alpha, ce qui est très important, puisque là, on a dit, regardez le slide auparavant,
que la luminance, puisqu'on cherche à avoir la luminance, dépendait de la direction d'observation de la surface. Donc, dans cette formule que je vous présente en bas, là, L égale RI sur H carré, on a négligé l'influence d'alpha, d'accord? Et on a considéré que la surface était isotrope, c'est-à-dire qu'elle reflétait partout dans les mêmes directions, dans la même direction. Donc ça, c'est des grosses simplifications. Si on veut vraiment mesurer la luminance, il va nous falloir prendre en compte l'influence, il va nous falloir prendre en compte l'influence, pardon, je reviens avant, l'influence de alpha et l'influence de la surface sur la réflectivité selon les angles. Donc ça commence à être compliqué. Mais encore plus complexe, le coefficient de réduit de luminance, la R, il est fonction de l'angle gamma, donc de l'angle que fait la verticale à la source avec le point d'observation, d'accord? Et ici, vous avez des valeurs du coefficient réduit de luminance en fonction de l'angle bêta et de l'angle gamma. L'angle bêta, ici, on le voit, donc c'est la normale, c'est la perpendiculaire par rapport à la direction d'observation et la direction d'émission de la source. Vous voyez l'angle gamma ici. Donc ici, vous avez un tableau de R en fonction de bêta et de gamma qui peut être assez complexe. Voilà. Qui est fonction aussi, là, vous voyez dans ce tableau de Q0. Vous voyez dans le tableau à côté du solénoïde qui est représenté, vous avez Q0 égale 0,04, S1 et S2. Et en fait, ça, c'est des facteurs de réflectivité qu'on va voir plus tard. Donc, pour ces valeurs de réflectivité de la chaussée, vous avez ce tableau de coefficient réduit de luminance, R, qui lui-même prend en compte des hypothèses simplificatrices. Donc tout ça pour vous dire que la luminance, c'est pas évident à mesurer, d'accord? C'est pas évident à mesurer, donc on va utiliser des hypothèses simplificatrices encore qui ont été prises par la Commission internationale de l'éclairage, des hypothèses simplificatrices qui sont en fonction de la spécularité de la chaussée. La spécularité, c'est le pouvoir de la chaussée à réfléchir la lumière dans une direction bien définie. On l'appelle aussi brillance. Et de la réflectivité totale, notée Q0. Vous vous souvenez, sur le tableau avant, il y avait Q0 égale 0,04, S1 et S2. Bon, ici, on va parler juste de S1, déjà, ça suffit. La réflectivité totale, Q0, qui est une caractéristique de la clarté de la chaussée. La clarté de la chaussée qui dépend de l'éclairement reçu, du type de revêtement, de sa mise en œuvre, de ses constituants, de son état d'usure, pollution, l'humidité, etc. Bon, tout ça, c'est des notions que je dois vous introduire parce que c'est des notions d'éclairage et c'est des notions d'éclairagisme qu'on doit prendre en compte quand on va faire un design d'éclairage très très précis. Mais ce que je vous conseille d'utiliser, c'est la classification simplifiée de la Commission internationale de l'éclairage qui propose trois types de voies selon la réflexion de la voie, des classes R1, R2, R3 ou R4, qui vous donnent donc des valeurs de S1, donc de spécularité et de réflectivité totale typiques pour ce type de voie. D'accord. Alors, ici, vous voyez, alors range, c'est l'écart, on va dire, excusez-moi, j'ai oublié de traduire ce mot, pour une spécularité, par exemple, de 0,85 à 1,35, on est sur R3, donc on va prendre un S1 moyen de 1,11 et un Q0 normalisé de 0,07. D'accord. R3, ça correspond à quoi? Ça correspond, vous voyez le tableau en bas, revêtement moyennement spéculaire. C'est-à-dire, spéculaire, on rappelle, c'est le pouvoir de la chaussée à réfléchir dans une direction bien définie.
d'accord? Donc il y a une direction privilégiée. C'est du béton bitumeux à froid, texture grossière mais assez polie. Vous voyez? La classe R2, ça serait une texture rugueuse à agrégats normaux, béton bitumeux grossier et rugueux riche en gravier. Voilà. Donc, ça dépend, vous qui gérez votre ville, vous savez très bien à quoi se rapporte votre asphalte, à quoi correspond le plus votre chaussée, selon qu'on est à R1, bitumineux avec moins de 15% de matériel artificiel clair, béton de ciment, ou selon qu'on est à R4, asphalte coulé après plusieurs mois de service, donc c'est une ossature plutôt lisse et polie. Donc il y a une très grande spécularité, donc il réfléchit, comme elle est polie, elle réfléchit beaucoup dans une direction donnée. Par contre, elle a un Q0 de 0,08, là vous voyez le tableau du haut, hein, 0,08 qui est inférieur au Q0 de R1, parce que R1, on est sur des matériaux, sur un béton plus récent, on va dire, plus entretenu. Donc, elle réfléchit plus dans une direction donnée, mais moins, on va dire, au global. Donc voilà, ces classifications simplifiées de chaussées, donc 4 types de chaussées pour prendre en compte la réflexion de la chaussée et pas seulement l'éclairement, la quantité de lumière que reçoit la chaussée. Ces 4 classifications, on peut les retrouver dans la norme, évidemment, mais aussi dans le logiciel de simulation d'éclairage Dialux. Voilà, il vous demande c'est à quelle classification appartient votre chaussée. D'accord? Alors, une notion importante aussi pour éclairer sa chaussée, il faut se souvenir que on éclaire non pas pour atteindre un niveau d'éclairement sur la chaussée, donc une quantité de lumière reçue, mais pour percevoir les objets qui sont sur la chaussée. Donc les percevoir, ça veut dire avoir une luminance suffisamment élevée, donc une quantité de lumière qui parvient à l'œil humain suffisamment élevée pour que l'objet soit vu. Mais une notion importante pour que l'objet soit perçu aussi, c'est le contraste. Il y a deux types de contraste. Le contraste négatif, donc là on va dire que c'est l'objet est en noir et on va plus ou moins éclairer, d'accord? Et le contraste positif, c'est quand l'objet est en blanc. Pourquoi on dit négatif ou positif? Parce que la formule, c'est la formule la plus connue, le contraste, hein. Il y en a plusieurs formules, mais la plus utilisée, la plus connue et celle dont on va parler, c'est la luminance de l'objet moins la luminance du fond, divisé par la luminance du fond. Donc, l'objet est blanc, sa luminance est plus forte que le fond, qui est plus noir, plus sombre. Donc, le contraste, finalement, est l'objet moins le fond, ça sera positif. C'est pour ça qu'on parle de contraste positif. Ça, c'est important, cette notion de contraste, notamment pour les passages piétons. Est-ce que le passage piéton, il va falloir plus l'éclairer différemment que le reste de la chaussée pour qu'il soit perçu. Heu, on va introduire un contraste par rapport au reste de l'éclairement de la chaussée. Est-ce qu'on va introduire un contraste négatif? Est-ce qu'on va faire un passage piéton, noir et éclairer beaucoup les environs? Ou est-ce qu'on va faire un contraste positif? Les 2 sont possibles, hein, les 2 existent, mais vous savez très bien que dans la majorité des cas, on va mettre des bandes blanches, sur la chaussée pour signaler le passage. Donc l'objet à regarder sera blanc et on va faire un contraste, positif. On va essayer de maximiser le contraste positif. OK? Alors je crois qu'il faut que j'accélère parce que sinon on va pas être dans les temps. Il est 10h45, on a commencé avec un quart d'heure de retard, mais je vais quand même essayer d'accélérer. Heu, L'éblouissement.
L'éblouissement aussi, c'est une notion importante parce que vous avez remarqué tous qu'avec l'éclairage LED, l'éclairage LED, ça peut être super, ça peut être génial, ça permet d'éclairer à moindre coût et d'avoir de bien percevoir la chaussée à moindre coût parce que ça consomme très peu d'énergie. Moindre coût, je dis pas l'achat. L'achat, on peut être assez cher, on reviendra sur ça. Mais par contre, l'éclairage LED, des fois, ça nous éblouit. Vous avez tous fait l'expérience de cet éclairage très éblouissant que vous avez alors soit dans la ville, soit en intérieur, peu importe. Mais l'éclairage LED, ça peut très vite être très éblouissant. Pourquoi? Pour la petite histoire, parce que on se souvient qu'en luminance, c'est la quantité de lumière émise dans une direction donnée. Vous vous souvenez, là, la luminance, donc, c'est la quantité de lumière émise dans une direction donnée, intensité par la surface apparente de la source. Et la LED, si c'est pas, s'il n'y a pas de verre dépoli qui vous moyenne la lumière émise par toutes les sources, une LED, c'est très petite. Donc la surface apparente est très petite. Et la luminance peut être très élevée. C'est pour ça que ça nous éblouit. C'est la luminance en fait. Quand la luminance est trop forte, on est ébloui. Et la LED, notamment l'éclairage LED, peut très vite éblouir. La norme donne des critères pour éviter l'éblouissement. Et ces critères sont donnés notamment par les fabricants de luminaires. Les fabricants de luminaires vous donnent l'éblouissement, des coefficients d'éblouissement, on y reviendra sur la norme. Donc l'éblouissement, il peut être dû à une mauvaise répartition des luminances. Donc, par exemple, quand vous avez une uniformité très mauvaise, que vous avez un endroit sombre à côté d'un endroit très clair, vous pouvez avoir un éblouissement parce que votre œil il passe d'un endroit sombre à un endroit très clair, donc il éblouit, mais ça dure pas très longtemps. Et mais surtout, il peut diminuer la capacité de vision. Ça, c'est dangereux pour la conduite notamment. Quand on se déplace dans l'espace public, ça peut être très dangereux. On appelle ça éblouissement d'incapacité qui altère le seuil de visibilité. Le seuil de perception au moment de la mesure est obtenu en tenant compte de la luminance moyenne de la route et de la luminance des luminaires visibles. Bon, vous voyez un petit schéma ici, c'est assez complexe, tous les calculs qu'il y a derrière. Je ne vais pas vous détailler ce schéma, mais simplement pour vous dire que la luminance, c'est pas simplement dû à un luminaire, mais c'est tout le luminaire qu'on a dans son champ de vision qui participe. Voilà ce que je voulais dire par ce petit schéma. Alors, des solutions pour maintenir le seuil de perception, et ça sera de limiter les luminances vues en fonction de la nature des besoins de perception. Donc, si on limite les luminances, on limite l'éblouissement finalement et on garde un seuil de perception assez élevé des objets qu'on a devant soi, ou on peut augmenter la perception de cet objet aussi en augmentant les contrastes. On l'a vu. Le contraste, c'est la luminance de l'objet moins la luminance du fond divisé par la luminance du fond. Voilà. Si on a la luminance du fond qui est trop élevée, on augmente la luminance de l'objet, par exemple. Voilà, mais il y a des seuils. Ensuite, c'est sans fin. Donc, il faut trouver le bon équilibre